ici dans ce studio. Bonjour docteur Ousmane Kaba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une réaction sur cette annonce du ministre guinéen des Affaires étrangères qui annonce 100 000 dollars de la part du colonel Mamadi Doumbouya en faveur des Guinéens vivant en Ukraine. Mais je crois qu'il est dans son rôle en tant que ministre des Affaires étrangères et gouvernement guinéen de secourir les Guinéens. Maintenant, la forme, il faudrait que notre langage évolue et qu'on essaie de ne plus attribuer à des personnes physiques ce geste. C'est le pays qui le fait et je pense que ça ne mérite pas toutes ces discussions. Bien sûr, le président de la République peut avoir pris l'initiative, mais c'est l'argent de la Guinée. D'accord. Il faut-il s'interroger aujourd'hui sur la capacité financière du colonel à pouvoir offrir 100 000 dollars aux Guinéens? Non, je viens de répondre à la question. Non, non, vous avez dit que même si c'était fait... J'ai dit c'est pour le gouvernement. Oui, c'est au nom du gouvernement. Est-ce qu'il peut le faire? Non, il faudrait, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut que le langage évolue en Guinée. C'est une évolution naturelle politique d'un pays. À un moment donné, il faudrait arrêter de tout personnaliser, de dire que le gouvernement a travaillé, voilà ce que le gouvernement a fait pour les Guinéens de l'extérieur, ce qui est tout à fait naturel. Voilà, c'est simplement une évolution politique du pays. D'accord. On va vous faire réagir sur cette mission conjointe CEDEAO et Nations Unies. Et en conclusion, donc la mission se dit préoccupée par l'absence d'un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Votre réaction? Écoutez, je n'ai pas participé à la mission, je n'étais même pas là. Je n'ai pas tous les éléments pour commenter. Par contre, je peux donner mon avis général sur la transition, si vous le permettez. Allez-y. Vous savez, il y a beaucoup de passion maintenant. Il faut revenir sur terre et se poser la question, qu'est-ce qui n'allait pas en Guinée quand il y a eu coup d'État? Je rappelle à tout le monde que la Guinée a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est le problème du déficit démocratique, qui s'est matérialisé par un troisième mandat forcé, par des emprisonnements, par des privations de liberté. Le deuxième problème, c'est que la Guinée est toujours l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Nous sommes 12e pays le plus pauvre en 2020, à la fin du mandat du professeur Alpha Condé. Voilà les deux problèmes majeurs. C'est pour cela qu'il y a eu changement. Et lorsqu'il y a eu changement, quels sont les objectifs que l'on peut fixer pour la transition? En tout cas, en ce qui nous concerne, moi je pense que le rôle de la transition, c'est de restaurer toutes les libertés et de combler ce déficit démocratique. 2, c'est surtout de mettre fin à la corruption endémique qui a fait que l'État guinéen est incapable de livrer les biens publics. Donc c'est ce qui a enlevé toute légitimité. Voilà les objectifs. Et troisièmement, arriver à une vie constitutionnelle normale. Alors, si on prend ces trois objectifs, est-ce que le CNRD a réussi ou bien il a échoué? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Première question. Les libertés, le déficit démocratique. Oui, beaucoup de choses ont été faites. Rappelez-vous, on a restauré toutes les libertés publiques, les prisonniers ont été libérés, n'est-ce pas? Et les frontières ont été ouvertes, tout le monde a pu voyager tranquillement. Donc il y a un progrès indéniable dans ce domaine. 2, qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes de lutte contre la corruption sur le front économique? Restons sur le chapitre politique, Talibé Bari. Oui. Donc, si vous permettez, je vais juste terminer sur ces 3 points. D'accord. Il y a eu une avancée terrible dans la lutte contre la corruption, même si on peut relever des divergences sur la forme, n'est-ce pas? Ça, c'est très, très important. Et je pense, moi, globalement, que le bilan est très positif pour le CNRD. Même si les passions sont soulevées aujourd'hui, n'oublions pas d'où nous venons et où nous allons. Quels étaient nos objectifs? Qu'est-ce qui a été fait? Voilà. Oui, sur la mission de la CEDEAO, on apprend que la mission voulait rencontrer les acteurs politiques et sociaux. Le gouvernement a refusé. Comment vous réagissez à cela?
Ben, je n'en sais absolument rien, je n'étais pas là. Je n'ai aucune information sur cette question. C'est ça l'information, parce qu'il y a un chronogramme de visite, il y a un programme de visite qui indiquait des rencontres. Non, à l'arrivée de la mission, on a donné aux médias un programme de la visite. Et dans ce programme, il y avait des rendez-vous, dont des entretiens avec les acteurs politiques et sociaux. Le ministre des Affaires étrangères qui a suivi l'élément à la RTG, puisque le journaliste a précisé que demain, après les affaires étrangères, la mission allait rencontrer les partis politiques et les acteurs de la société civile. Il a démenti l'information et il a expliqué que ce sont les autorités, uniquement les autorités qui allaient rencontrer la mission. C'est vous qui le dites. Mais est-ce que votre parti a été informé d'une rencontre avec la mission? Vous savez, d'habitude, lorsqu'il y a la CEDEAO rencontre tous les acteurs politiques, en tout cas les plus importants, ou en tout cas parle avec la classe politique. Ben, si ça n'a pas été fait cette fois, c'est parce que peut-être ils se sont mis d'accord sur le plan diplomatique, ce n'était peut-être pas l'objet de la mission. Mais je ne pense pas qu'il y ait une interdiction, personne ne peut... Et comment vous réagissez à cela, que la CEDEAO... Non, nous avons un problème beaucoup plus global. Non, par rapport à cette question... Mais je ne peux pas réagir à la question, c'est vous qui m'apportez des informations qui ne sont pas fiables. Mais vous n'avez pas dit si votre parti a été informé d'une rencontre. Vous ne vous êtes pas informé, acteur politique, vous apprenez que la CEDEAO et l'ONU envoient une mission à Conakry, vous ne vous êtes pas intéressé à la question? Je me suis intéressé, mais je n'ai pas l'information. Et trouvez-vous moi, normal? Je ne commente pas les allégations des uns et des autres. Mais ce n'est pas des allégations. Vous devriez avoir des cadres ici qui pouvaient vous donner la bonne information. Vous n'écoutez même pas ce que je dis. C'est ça le drame. Alors, ce que je dis, c'est que d'habitude, la CEDEAO rencontre la classe politique. Et c'est ce qui est normal. Et pourquoi cela n'a pas été fait cette fois-ci? Attendez. Mais on vous dit, on va vous rencontrer. Je ne suis pas la CEDEAO. Et je ne prends pas ce que vous me dites. Voilà. Mais c'est que vos cadres vous ont dit. Attendez. Ce que je dis, c'est que c'est tout à fait normal que la CEDEAO rencontre la classe politique. C'est ce qui se fait d'habitude. Si ça ne s'est pas fait cette fois-ci, moi je n'en connais pas les raisons. Peut-être qu'ils ont demandé, peut-être que ce sont des arrangements diplomatiques. Mais je trouve tout à fait normal que la CEDEAO rencontre tout le monde, y compris la classe politique, d'une manière générale. C'est quelque chose que nous avons toujours déploré. En tant que partisans, éléments de cette classe politique, nous avons demandé qu'il y ait un cadre de dialogue et que les hommes politiques soient associés à ce qui se passe. C'est tout à fait légitime. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous étiez là et que la mission avait... vous aviez rencontré, qu'est-ce que vous auriez dit à la CEDEAO et à l'ONU? Attendez là, moi je ne rentre pas dans ça. Moi je suis quelqu'un de réaliste, je vais sur des cas concrets et des choses prouvées. Mais vous demandez un cadre de dialogue. J'ai déjà répondu. Non, je n'ai pas posé la question. Non, j'ai répondu parce que je dis que c'est ce qui est normal. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que lui souhaite. Ce n'est pas la question, docteur Kaba. Est-ce que votre parti a été informé d'une rencontre avec la mission conjointe? Non. Voilà. Donc, Talibé Bari. Alors, docteur, dans son communiqué sanctionnant donc cette mission d'évaluation de la transition, la mission conjointe CEDEAO-ONU regrette que le non-respect des 6 mois de transition accordés au CNRD. Tout à fait, je crois qu'ils sont dans leur rôle. Et c'est ce que je disais au départ. Tout ça, vous avez dit vous-même, c'est l'évaluation de la transition. C'est une évaluation que moi je fais sur les 3 points. À savoir sur le plan des libertés, sur le plan institutionnel et de retour à l'ordre normal des choses et sur le plan économique. Voilà les 3 points. Sur le plan des libertés, c'est très positif. Sur le plan de la lutte contre la corruption, c'est très positif. Sur le plan de retour à l'ordre constitutionnel normal, il y a eu des progrès, mais il reste beaucoup à faire. Voilà mon évaluation. Notamment le chronogramme de la transition. Pas seulement le chronogramme. Rappelez-vous, la classe politique, dans son ensemble, a travaillé sur 5 sujets. Que nous avons demandé la participation de la classe politique sur ces 5 sujets. Vous vous souvenez? Le premier sujet, c'était la Constitution. C'était le code électoral. C'était le fichier électoral.
C'était l'organe de gestion des élections et finalement le chronogramme. Voilà les 5 points que la classe politique dans son ensemble avait demandé. Vous vous souvenez des discussions avec CPP et FPP. Donc ce sont les 5 points que nous surveillons, que nous voulons discuter avec... dans un cadre de dialogue que vous demandez. Dans le cadre de dialogue que nous demandons tous. Voilà, donc je m'associe à cela. Voilà, puisque nous parlons de transition, le CNT est mis en place, la priorité est donnée aux conseils nationaux d'aller recueillir en tout cas la réaction des citoyens guinéens à travers l'ensemble de la superficie du pays. Comment personnellement, Dr Ousmane Kaba apprécie cette démarche? D'ailleurs aujourd'hui, dans les régions comme Sigiri, le Sotikemo demande 5 ans en tout cas pour le CNRD de rester au pouvoir pendant la transition. Il y a notre imam à Kankan qui propose 3 partis politiques. Non, écoutez, je crois que c'est ça le peuple de Guinée dans toute sa diversité. Chacun est libre d'avoir ses propres idées. Mais le fait de consulter les Guinéens à la base n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Je pense qu'il faut enlever la passion des discussions politiques. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Ceci dit, on ne va pas perdre trop de temps dans ça parce que le CNT a un agenda très clair, notamment de mettre en place les institutions et les grands textes qui permettent le retour à une vie constitutionnelle normale. C'est ça son travail. Et lors des élections, le peuple de Guinée pourra se prononcer. Mais docteur, la Guinée connaît maintenant 6 mois de transition. Au Burkina Faso, en 1 mois, les choses se clarifient et avec le consensus 10 jours à l'intérieur du pays pour le CNT pendant qu'il y a des travaux, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une sorte de prolongation programmée? Écoutez, moi j'ai fait mon évaluation. J'ai trouvé que la transition est en bonne voie. J'ai trouvé qu'il y a des insuffisances, parmi lesquelles ce manque de dialogue et le fait qu'on n'ait pas encore précisé le chronogramme. Donc ça fait partie justement des difficultés que nous avons aujourd'hui avec le CNRD. Voilà, donc il faudrait le préciser à l'instar des autres pays. Se mettre d'accord d'abord sur ce qu'on va faire. Malheureusement, nous avons soumis des mémorandums dès le départ qui listaient ce qu'on voulait faire et ce sont ces 5 points d'ailleurs que j'ai relevés tout à l'heure, hein, les 5 points qui concernent l'agenda de la classe politique. Il faudrait qu'on en discute et qu'on mette quand même un chronogramme, c'est important pour tout le monde. Alors cette discussion c'est entre le gouvernement et la classe politique, ou sinon entre le gouvernement et la classe politique, mais aussi d'autres composantes de la nation. C'est l'ensemble des forces vives. D'accord. Ce qui est d'ailleurs prévu dans la charte. Oui, mais pourquoi il faudrait que ce dialogue commence. Pourquoi demander un cadre de dialogue alors que les militaires, en tout cas la junte, annoncent des assises nationales? Est-ce que tous ces sujets pourraient pas être débattus justement au cours de ces assises, mais aussi d'autres sujets pourraient être débattus au niveau du CNT? Non, bah, je pense que les assises sont venues après. La demande d'un cadre de dialogue est antérieure. Mais est-ce que ça change? À des propositions d'assises, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les assises sont populaires et le dialogue qui est demandé par la classe politique, c'est quelque chose de très précis avec les partis politiques. Je pense que le champ est légèrement différent. Oui. Et comment comprenez-vous aujourd'hui cette sourde oreille de la part du CNRD qui ne veut pas ouvrir ce couloir de dialogue malgré vos appels au dialogue lancés? Non, c'est vous qui l'affirmez. Moi, je n'ai pas entendu un communiqué du CNRD qui dit que je n'ai pas envie de ce dialogue. Simplement, nous déplorons tous que ça prenne un peu de temps, mais je ne pense pas qu'il y ait un refus. Mais comment comprenez-vous ce retard dans l'ouverture de ce cadre de dialogue, selon vous? Écoutez, posez-leur la question. Mais vous êtes politique, ça vous concerne. Mais bien sûr, et je l'ai déjà exprimé ma préoccupation. Il n'y a pas un agenda, selon vous, docteur? Même vous avez un agenda. Mais est-ce que c'est favorable aux politiques? Non, absolument pas. Ce que nous souhaitons, c'est que nous discutions ensemble dans le cadre, dans ce cadre de dialogue que nous avons demandé. Ça permet des échanges beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus pointus sur les différents aspects de la transition qui doivent être partagés par l'ensemble de la classe politique et aussi l'ensemble des forces vives. Mais est-ce que vous trouvez la CEDEAO alarmiste quand elle dit que le défaut de cadre de dialogue risque
citation, de détériorer la cohésion sociale? Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. C'est leur rôle d'aider la Guinée à traverser la transition. Souvenez-vous, nous venons de loin. Nous avons une première transition qui s'est très très mal achevée. Et aujourd'hui, on jette un regard sur la nouvelle transition en Guinée. Tout le monde a envie que ça marche. Aussi bien la classe politique dans son ensemble d'ailleurs, que les observateurs internationaux, que la CEDEAO qui est intéressée au premier chef. Et je crois que la CEDEAO fait son travail d'alerte de la détérioration des conditions de cette transition. Donc ça ne me choque pas du tout et je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut dire que vous, en tant que classe politique guinéenne, vous êtes d'accord sur une certaine durée de la transition que vous comptez défendre dans le cadre d'une discussion avec les autorités? Non, d'abord, la classe politique dans son ensemble n'a pas une position clairement définie. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des différentes coalitions, nous, dans le cadre de la COPED, nous avons fait des propositions à l'époque qui étaient de 2 ans et demi. Oui. Voilà. Il y en a qui ont vous la maintenez? Il y en a qui ont proposé 1 an et demi, il y en a qui ont proposé 3 ans et demi, 15 mois. Oui, 15 mois. Voilà, donc il y a eu différentes propositions, mais il n'y a pas eu d'harmonisation de l'ensemble de la classe politique. Et c'était à l'époque. Maintenant, il faut encore revoir, parce que le chronogramme, c'est quelque chose qui s'adapte à la réalité tous les jours. Revoir, ça veut dire qu'il faut discuter entre les coalitions. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas le meilleur cadre de dialogue d'ailleurs? Il faut rediscuter, nous, dans le cadre de FPP, les autres dans le cadre de CPP. Il faut continuer à discuter et cet agenda est encore là. Nous allons discuter pour harmoniser nos positions et pourquoi pas discuter ensemble les deux coalitions, les deux grandes plateformes pour arriver à une conclusion pour l'ensemble de la classe politique. Mais pour le moment, on ne peut pas parler au nom de l'ensemble de la classe politique. Vous avez pris vent de c'est assez prétentieux. Vous avez pris vent de ce chronogramme confidentiel qui va jusqu'à 2025? Écoutez, j'ai entendu parler à votre station, que j'écoute d'ailleurs beaucoup. Je vous ai entendu discuter de ce chronogramme que moi je n'ai pas vu du tout. C'est un document qui a fuité. Bon, est-il authentique ou pas? Qui prévoit la présidentielle en juin 2025. Alors faites-moi voir le document. Je vais avoir mon avis là-dessus en ce moment-là. Mais j'ai entendu parler effectivement. Est-ce que c'est une fuite organisée? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas officiel? Moi, j'en sais rien. Vous trouvez la date raisonnable? Je n'aime pas du tout commenter des choses non prouvées. Mais vous trouvez cela raisonnable? 2025? Je n'en sais absolument rien. Je n'ai rien trouvé, moi. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Cabinet Fofana. Mais docteur, aujourd'hui, vous semblez être d'accord avec la CEDEAO qui dit que le fait qu'il n'y ait pas une durée connue de la transition, que ceci peut avoir un impact sur C'est une préoccupation. Oui, mais est-ce que cette préoccupation-là ne devrait pas aussi être celle, disons d'une façon générale, du CNRD? Parce qu'on a l'impression que le CNRD met du temps à se prononcer là-dessus, du moment où ce travail-là a été reporté au sein du CNT. Désolé, cabinet, docteur Ousmane Kaba, vous restez avec nous. Nous allons marquer une courte pause pour les réclames. On revient pour parler de bien d'autres sujets vous concernant. La suite de Mirador avec notre invité de prestige, Dr Ousmane Kaba, et nous allons parler de la transition et de bien d'autres sujets. Dr Ousmane Kaba, avant la pause, nous parlions de ce fameux chronogramme dit confidentiel. La première réaction, celle du FNDC qui promet de vérifier l'authenticité du document, mais qui, on va dire, menace aussi d'organiser des manifestations de rue. On va prendre votre première réaction avant de poursuivre. Ma première réaction sur quoi? Sur le FNDC est clair. Le FNDC authentifie ce document et dit même que c'est sur la base de ce chronogramme confidentiel qui s'étale jusqu'au 15 juin et jusqu'au mois de juin 2025, il l'authentifie, donc le FNDC l'authentifie et annonce que c'est le document de base sur lequel travaillera le CNT. Oui, moi j'étais membre très actif du FNDC pendant la lutte contre le 3e mandat. Et d'ailleurs, de passage, je vais conseiller à mes anciens collègues de changer de nom. Parce que c'est Front National de lutte contre la Constitution, c'est déjà du passé.
mais il faudrait l'appeler Front National de lutte pour la démocratie. C'est pas contre la Constitution, c'est pour la défense de la Constitution. Mais c'est la même chose. Non. Donc, mais c'était pour défendre celle de 2010. Oui, mais vous savez que c'est un homme politique. Pour et contre, c'est totalement différent. Attendez, moi j'ai été membre... Ils sont positifs, ils défendent. J'ai été membre actif et j'ai pris beaucoup de grenades, contrairement à vous. Donc je sais exactement de quoi je parle. Ce que je dis simplement, c'est un conseil. À reprendre ça? C'est un conseil, puisque c'est mes anciens collègues, on a travaillé ensemble. J'ai partagé les objectifs du FNDC. Donc ce n'est pas à moi aujourd'hui de cracher sur le FNDC. Ça n'a pas de sens. C'est une organisation qui a fait un bon travail pour la liberté en Guinée. Est-ce que vous serez prêt à participer à des manifestations de rue? Mais pourquoi? Je trouve que la transition a très bien travaillé jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans l'objectivité. Dans l'objectivité, je vous ai dit, on avait 3 objectifs de la transition. Le premier objectif, c'est la restauration de la liberté. Ça s'est très bien passé avec le CNRD. Deuxième objectif, c'est la lutte contre la corruption. Ça s'est très bien enclenché. Troisième objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal qui est en voie. Qui a quelques problèmes, je le reconnais, et quelques insuffisances, notamment la non-publication du chronogramme. Je pense que c'est une faiblesse de la transition. Voilà mon point de vue. Donc, je ne suis pas de ceux qui vont descendre dans la rue parce que j'ai trouvé que le bilan est hautement positif. Les gens oublient simplement d'où nous venons. Voilà. En quelques mois, on ne peut pas tout demander. Mais le FNDC, docteur, la nuance, c'est que le FNDC croit dur comme fer que ce chronogramme dit confidentiel est authentique et que le CNRD met le cap sur 2025 et par conséquent le FNDC annonce des manifestations si jamais cette tendance se confirme. Est-ce qu'il y a opportunité? Je crois que d'abord je vous ai répondu. Personnellement, je pense que ce n'est pas le moment de manifester quoi que ce soit parce que c'est sur la bonne voie. Deuxièmement, le FNDC est libre d'avoir son opinion parce qu'ils sont certainement mieux informés que moi. Moi, j'étais en brousse en train de voir les structures du parti PADES dans tous les villages. Je suis actuellement à Kankan, ensuite en Haut-Guinée. J'irai en forêt, au Fouta et en Basse-Côte. C'est ça mon programme. En Haute-Guinée, comment elle se porte? Ça se porte très très bien. Et d'ailleurs, pas seulement en Haute-Guinée. Même quand je suis en Haute-Guinée actuellement, je suis en train de gérer mes structures dans le Bagataï, par exemple, ou bien en forêt, et à Pita, à Labé. Moi, je suis un peu partout et je fais ce travail de fond qui est très différent d'une campagne. Parce que je vais voir mes structures pour qu'on fasse connaissance. Ils ont fait confiance au programme de société du parti PADES. Il est temps de voir la personne physique du docteur Ousmane Kaba. Docteur, est-ce que vous êtes en contact avec les dirigeants actuels? Pas du tout. Comme tout le monde. Depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a pas eu de contact avec vous? C'est complètement coupé de l'ensemble de la classe politique. Et vous trouvez ça normal? J'entends, écoutez. Et il paraît que c'est vous-même qui avez déposé le dossier de RDN, le rapport d'audit à Mamadi Doumbouya. Et vous-même, vous l'avez confirmé à l'époque. Et on vous a vu avec des proches de Doumbouya. Le rapport d'audit a été demandé officiellement par la CRIEF. Officiellement. Et vous l'avez fait? Mais bien sûr, c'est au gouvernement qu'on transmet. Le gouvernement donne à la CRIEF, il n'y a aucun problème à ça. Mais je rappelle encore une fois que je ne suis pas un auditeur. J'ai organisé les audits et je ne suis pas juge. Je n'ai pas à me prononcer sur ces choses qui sont au tribunal. Mais justement, Mamadou Sylla disait à l'époque que vous n'aviez pas cette qualité de conduire les audits parce que vous n'êtes pas auditeur. Mais comment est-ce que vous pouvez organiser des audits alors que vous n'avez pas qualité? Parce que j'ai un doctorat de la Sorbonne, je suis diplômé de Harvard. Ce n'est pas suffisant. Si, c'est suffisant dans le domaine concerné. C'est la pratique. Écoutez. La question, c'est la pratique. Écoutez. Ce n'est pas le diplôme. Écoutez, moi, je ne suis pas un auditeur, encore une fois. Pourquoi vous discutez des choses inutiles? Ce que j'ai fait à l'époque, parce que le comité d'audit ne s'en sortait pas. Ils sont venus me chercher à l'université parce que je suis qualifié pour ça. Et j'ai organisé. Ceux qui ont audité, ce sont des inspecteurs assermentés qui ont le droit de le faire. Des inspecteurs d'État, des inspecteurs du Trésor qui sont très connus. Et ils sont responsables de ce qu'ils disent.
Ceci dit, je ne veux pas discuter de ça parce que c'est actuellement aux mains du tribunal. Donc ce n'est vraiment pas le lieu d'en discuter. Mais simplement, en ce qui me concerne, je ne suis pas un auditeur. Je crois qu'il avait tort de m'accuser parce que je ne suis pas un auditeur. Mais vous avez défendu. Voilà. On vous a vu même sur alors, docteur, on va continuer. Parlant des audits, que répondez-vous aux informations liées à 4 chèques de plus de 400 millions chacun que vous auriez émis dans le cadre des audits de 2009-2010? L'accusation aujourd'hui est portée en tout cas à la place publique et je sais que vous allez réagir. Non, mais c'est tout à fait normal parce que c'est des élucubrations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me cherchent. D'abord, ce n'est ni ma signature ni mon nom. Donc, je ne peux pas commenter. Et c'est très loin de ce que moi j'ai fait. Je rappelle simplement à titre d'information. Vous avez fonctionné avec quel moyen? Je rappelle à titre d'information que lorsqu'ils sont allés me chercher à l'université pour les aider à organiser les audits, nous avions un budget et on payait les auditeurs sur ce budget-là. Combien Attendez, je ne me souviens plus très bien du montant. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de mon travail, quand nous avons rendu le rapport, moi, je n'étais pas payé. J'ai voulu ne pas être payé puisque je travaille à l'université et je n'étais pas auditeur. Deuxièmement, nous avons fait une lettre pour rendre le reste du budget, je ne me souviens plus quel montant, au président de l'époque qui était le général Konaté, président du comité d'audit. Et je rappelle que nous étions 3 vice-présidents. Il y a M. Anne qui était chargé des entreprises, 2 M. Comment il s'appelle, qui était mon ami Matos, qui était chargé de recouvrement, et Dr Kaba qui était chargé des audits proprement dit. Donc moi je m'en suis lavé les mains, on a donné le rapport et je suis parti. Alors aujourd'hui, quand je vois des gens inventer des choses, je n'ai rien signé du tout, c'est loin de ma signature, il n'y a pas mon nom, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je constate simplement que beaucoup de gens cherchent à salir Dr Kaba. Ils vont beaucoup se fatiguer pour une raison très simple. C'est que malgré tous ces diplômes que vous connaissez, moi j'ai pratiquement jamais géré en Guinée. J'ai fait seulement 15 mois dans le gouvernement du général Lansana Conté. Mais oui, à qui Mamadou Sylla dit qu'on repose des attendez, choses. Oui, justement. Attendez. On va l'écouter, s'il vous plaît. Mieux. Pas tous à la fois. On va l'écouter. Allez-y, docteur. Si vous permettez, je dis 35 ans de vie en Guinée. 35 ans de vie. Je n'ai été fonctionnaire que pendant 15 mois. Je rends hommage au général Conté qui a eu confiance en moi pendant 15 mois. 7 mois ministre des Finances, 8 mois ministre du Plan. 35 ans de vie, je ne fais pas partie de la fonction publique. J'ai passé tout mon temps comme privé. Et je rappelle que j'ai construit Kofi Annan avant d'être membre de ce gouvernement. C'est très important de le dire, depuis 95, 96, 97. Donc, si vous cherchez des preuves contre moi en gestion, vous allez durer longtemps parce que je n'ai rien géré dans ce pays. Même à l'époque du professeur Alpha Condé, j'étais simple conseiller, ministre conseiller à la présidence. Je n'ai absolument rien géré. Mais vous étiez la porte d'entrée de la Chine. Mais évidemment, ce n'est pas de la gestion. C'est la recherche de financement. Là où on pourrait trouver probablement des choses fondées, c'est justement au niveau de Kofi Annan. Moi, on m'envoie un message disant que en 10 ans, une commission d'évaluation a constaté que vous avez reçu un total de 25% des subventions des universités. Vous avez reçu plus de 330 milliards de francs guinéens. Je crois que vous avez... qu'il y a probablement... Est-ce qu'on peut rester sur... Je vais parler de la gestion. Non, je crois que vous avez perdu la tête. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Non, je parle des fictifs. Non, attendez. Je parle des fictifs au niveau de l'université Kofi Annan. Attendez, ça fait 10 ans que le professeur Alpha Condé a cherché à me noircir. Il n'a pas réussi. Donc ce n'est pas vous qui allez réussir. Non, moi je ne cherche pas, je cherche plutôt à vous faire réagir sur ces accusations. Ce n'est pas des accusations, c'est des élucubrations. D'abord, quand on parlait de 300 milliards, ça me fait rire. Vous ne connaissez même pas de quoi vous parlez. Donc moi je ne réponds pas à ce genre de choses. Oui. Ce que je sais. Vous pensez qu'on ne va pas trouver des fictifs à Ce que je sais, encore une fois, parlant de fictifs, parlons-en. Je vous ai toujours dit ici
qu'il ne pouvait pas y avoir de fictifs dans les universités privées. Pourquoi? Parce que c'est les gens du ministère qui venaient compter le nombre des étudiants. C'est eux qui faisaient la liste et c'est eux qui faisaient la facture. Ce ne sont même pas les écoles qui envoyaient la liste des boursiers. C'est les gens du ministère qui venaient dans les classes, qui comptaient physiquement. Donc s'il y a fictif, allez-y demander au ministère. Aucune école privée ne pouvait avoir de peut-être qu'il y a des cadres du ministère qui ont été en complicité avec... Allez-y demander les gens du ministère. C'est impossible, voilà. Parce que le nombre de personnes qui est là, c'est ce qui est payé. Ça fait $500 en moyenne pour toutes les universités. Mais il peut y avoir attendez, des cadres de l'université. Vous voulez que je m'en aille? Non, non, pas du tout. Donc qu'il arrête de m'interrompre, quoi. D'accord. Il croit m'énerver, il n'arrivera pas. Ah donc c'est vrai, vous me résistez. Simplement le donc vous ne résistez pas au débat. Quelqu'un proposait de vous mettre face à Mamadou Sylla, mais on nous a dit non, docteur Kaba va fuir. Et mieux, docteur. Moi, je ne suis pas là pour ça. Alors, ce que je vais vous dire simplement, c'est que d'une manière générale, c'était pas possible d'avoir des fictifs dans les universités. C'est très simple. Deuxièmement, je crois que beaucoup de gens se fatiguent. En ce qui me concerne, j'ai passé l'essentiel de ma vie comme privé. J'ai été mis dehors par la partie toxique du général Lansana Conté. Ah, oui. Ensuite, on m'a écarté quand c'était le professeur Alpha Condé qui était là. Je n'ai jamais fait partie du gouvernement. La partie toxique. Pendant la transition, je n'ai pas fait partie du gouvernement. Donc depuis 35 ans, je répète, depuis 35 ans, malgré tous les diplômes que moi j'ai en gestion économique, on ne m'a rien confié à part les 15 mois du général Lansana Conté et du Premier ministre Sidya Touré, à qui aussi je rends hommage. Voilà les deux personnes qui m'ont fait confiance. Au cours, à votre passage... Mais c'est simplement... On va revenir sur... Probablement c'est dû à mon caractère. Puisqu'il a évoqué... C'est dû à mon caractère, parce que moi je suis très direct. Et il paraît que ça ne convient pas à la fonction publique en Guinée. Donc à partir de ce moment, aujourd'hui, on cherche des preuves contre Dr Kaba, c'est peine perdue. Oui, mais docteur, il y a quand même une information qui vous accable lorsque vous étiez au ministère du Plan. Est-ce que vous vous souvenez? C'est une question, ça peut même être une mise au point par docteur. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du procès verbal, surtout l'affaire de climatiseur? Vous vous rappelez quand vous étiez au ministère du Plan? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis de ceux qui ont tout laissé quand j'ai quitté le ministère. Attention. Attendez. Attention. Ne me coupez pas. Okay. Que ce soit les voitures, que ce soit tout. Je n'ai jamais habité dans une maison de l'État, pour commencer. Je n'ai jamais utilisé un véhicule de l'État. Lorsque je suis parti du ministère du Plan, j'ai tout laissé, bien avant tout le monde. Donc si c'est ça, vous perdez votre temps. Mais pourquoi vous avez signé alors ce procès verbal? De quel procès verbal? Et est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Je ne me souviens même pas de trésor public. Attendez, ne racontez pas d'histoire. Comment vous êtes souvenu? Vous êtes journaliste ou bien vous êtes... Non, c'est une interrogation. Non, c'est pas une interrogation parce que moi je ne me souviens même pas de quoi tu parles. D'accord. Alors arrête ce cinéma-là. Docteur, acceptez de répondre aux questions des journalistes. Oui, les vraies questions. Oui, ces auditeurs, c'est des questions. Voilà. C'est que des questions. Non, les vraies questions, d'accord. Les élucubrations. Alors, docteur, ces auditeurs intéressent tant les gens. On parlait du budget de 3 milliards, on parlait de vos chèques. Comment comprendre aujourd'hui que... Je vous interdis de parler de mes chèques parce que vous savez que ce ne sont pas mes chèques. Oui, oui. Donc, aidez-nous à comprendre. Vous les récusez. Aidez-nous à comprendre. D'abord, je n'ai pas signé de chèque, premièrement. Ce n'est pas mon nom qui est dessus. Donc, arrêtez. Franchement, vous êtes des bons journalistes. Allez-y vous concentrer sur des choses réelles. Voilà. Mais docteur... Mais pas les élucubrations de politiciens. Ne faites pas porte-parole de mes concurrents, quoi. Non, pas du tout. C'est pour aider les auditeurs à comprendre. Alors, comment comprendre, en tout cas, toutes ces preuves contre docteur Ousmane Kaba? Mais quelles preuves contre docteur Kaba? Oui, c'est qu'on vous reproche. Qu'est-ce qu'on me reproche? Pourquoi les gens auraient intérêt? Mais allez-y demander les concurrents politiques. Vous arrêtez, vous n'êtes pas un enfant. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous soupçonnez les concurrents politiques? Non. Du côté de la Haute-Guinée, notamment le RPZ? Je ne soupçonne personne. Je dis simplement que beaucoup de gens cherchent à nuire à Dr Kaba. C'est peine perdue. Mais qu'est-ce que vous avez qui pourrait déranger les acteurs politiques? Parce que le poids n'est pas là. Le poids politique n'est pas là, docteur. Absolument. Attendons les prochaines élections. Mais docteur Kaba, on doit vous poser des questions sur votre gestion du comité d'audit. C'est tout le débat.
Bien sûr, posez votre question sur ma gestion du comité. Alors, il y a des documents, vous dites que vous n'avez pas signé. Qui aurait signé? Est-ce que vous pouvez nous faire un compte-rendu de votre gestion de ce comité? Mais je vous l'ai fait. Un compte-rendu financier. Docteur, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à dire quel était votre budget de fonctionnement. Attendez, ça fait plus de combien d'années? Je n'ai pas ces dossiers, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que 1, je n'ai pas été payé. 2, j'ai rendu le reste du budget avant de m'en aller. Combien? 3, je ne suis pas un auditeur. Et vous avez dit que vous allez faire amener un vrai auditeur dans 2 ou 3 jours. Il sera là et pourra répondre à cette question. Quel était le budget? Le budget était de combien? Je n'en sais absolument rien. Mais combien vous avez laissé? Je n'en sais rien. Mais vous avez tout oublié? Non, pas du tout. Mais comment est-ce que vous pas pouvez du tout, quelque parce chose que ça fait très très longtemps. Et je ne me suis pas intéressé à la question. Mais docteur, vous dites que vous n'étiez pas payé. Il faudrait peut-être que j'aille... Vous dites que vous n'étiez pas payé. En même temps, vous dites que vous avez rendu le reste du budget. Parce qu'il fallait payer les auditeurs. Il fallait payer les auditeurs. Ils étaient payés à combien? Ils ont des honoraires. Ils étaient payés à combien? Je ne peux pas vous répondre. Mais il y a selon... C'est quand même bizarre parce que le docteur sait qu'il devait venir à cette émission. Il sait que la question allait lui être posée. Moi, je ne crois pas qu'il puisse ignorer toutes ces questions. Non, il a été moins convaincant. Chaque fois qu'on lui pose une question, il n'en sait absolument rien. Et il savait qu'on allait lui poser ces questions. Non, je pense que le docteur a probablement des choses à cacher. Non. Et il souhaite qu'on ait quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider à s'en sortir. D'abord, pour moi, il n'y aurait même pas de questions parce que c'est stupide. On ne peut pas prendre les chèques. Vous venez à un débat. Attendez, s'il vous plaît, attendez. D'abord, c'est stupide. Oui. On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça sur des chèques qu'il n'a même pas signé. Il faut être complètement malade. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas signé, je n'ai pas mon nom dessus, c'est loin de ma signature. Pour moi, il n'y a même pas de débat sur ça. C'est stupide. Donc, il faut qu'on évolue, qu'on arrête de raconter du n'importe quoi. Vous êtes des journalistes très sérieux. Tout le monde vous écoute. Je crois qu'il faut prendre votre travail au sérieux. Docteur, quand on a annoncé que Dr Ousmane Kaba passait à Mirador, les réactions des citoyens ont porté justement sur cette histoire de chèque. Donc c'était de notre devoir d'avoir votre avis dessus. De les informer que je n'ai pas signé le chèque et qu'il n'y a pas mon nom et que je n'ai rien à voir avec ça. C'est votre devoir de journaliste. Non, docteur, qui payait ces gens qui siégeaient dans ce comité de... Le gouvernement. Mais vous dites que vous avez eu un budget, c'est vous qui gérez. Mais c'est le gouvernement. Mais qui payait? C'était vous, docteur. Non, Juan, je crois qu'il a largement répondu à cette question. Il n'a pas signé, c'est pas sa signature, il n'a pas signé. Voilà. Je crois qu'on peut se contenter de ces réponses. Vous confirmez quand même que... Vous êtes des bons journalistes quand même. Docteur, attendez, acceptez qu'on pose des questions. Vous confirmez quand même que les fonds qui vous servaient à faire fonctionner le comité étaient logés à la Société Générale. C'est également faux? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement longtemps, ça c'est un. De deux, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas des gestions personnelles du docteur Kaba. Je n'étais pas le seul signataire, ce n'est pas moi qui gérais tout. La seule chose dont je m'intéressais, c'était de payer les auditeurs que je faisais travailler. Et j'ai renoncé à mon propre salaire. Et quand j'ai fini, j'ai fait un rapport financier et je suis parti. D'accord. Voilà. Docteur, on va... Est-ce qu'un certain Matos aurait signé ce chèque? Mais je n'en sais rien. Demandez à M. Matos, il est à Conakry. D'accord. Docteur, on va peut-être... Donner une question sur ce... Non, pas la dernière question. On va passer... Non, il y a bien d'autres sujets. Il y a juste une insistance sur Kofi Annan. Quelqu'un me demande de poser la question à docteur. Est-ce qu'il reconnaît quand même qu'il y a eu une mission de contrôle à Kofi Annan en 2018? Mais bien sûr, il y a des missions de contrôle chaque année. Est-ce qu'elle n'a pas révélé des cas de fictifs? Mais je vous dis non. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes journaliste ou vous êtes quoi? J'ai reçu le message. Non, vous arrêtez. Parce que les gens savent bien que il y a eu une mission. Attendez, c'est quand même marrant ça. Nous, en Guinée, qu'on s'attaque toujours à ceux qui essaient de faire bien dans ce pays. C'est quand même effrayant. Et d'abord, attendez. Oui. Moi, regardez mon cursus. J'ai commencé à travailler comme économiste au Fonds monétaire international à Washington. J'ai accepté de venir en Guinée et je me suis investi dans l'éducation sur fonds propres. J'ai été financé 2 fois par la BCGI et je rappelle que j'ai fait cette école avant même d'être ministre. Donc on arrête
de m'enquiquiner. Mais il y a eu extension après. D'abord. Il y a eu extension. Ouais, mais moi, au moins, je ne vends pas, je sais pas moi. Non, c'est important, il y a eu extension. Mais bien sûr qu'il y a eu extension. Moi, écoutez-moi bien. Le revenu c'était élargi. Mais bien sûr, moi, je suis économiste, je suis docteur d'État en sciences économiques. Quand je fais du privé depuis 30 ans, je dois gagner de l'argent. Bien sûr. Est-ce que ça a voilà. cela à voir Et le problème avec les Guinéens, vous traitez tout le monde de la même manière. Ça n'a aucun sens. Attendez, celui qui a fait ce que j'ai fait en Guinée, ça mérite respect et considération. J'ai formé des milliers de Guinéens comme vous. Et vous n'allez pas m'accuser aujourd'hui d'avoir contribué au développement de la Guinée. Ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est le privé. Je sais bien que la politique... Mais bien sûr que les gens payent. Pourquoi vous n'en faites pas autant? Les autres construisent des maisons à Dakar. Il y en a qui achètent des avions ailleurs. Alors moi, j'investis dans mon pays avec mes fonds propres. Et si je n'étais pas guinéen, j'aurais dû avoir 10 universités comme Kofi Annan. Si j'étais nigérian, j'aurais dû avoir au moins 10 universités comme Kofi Annan. Parce qu'on va piétiner? Non, le marché est trop étroit déjà. Et en Guinée, il y a trop d'adversité inutile. Même quand vous faites du bien, les gens se lèvent contre vous. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, docteur, on va passer à un autre sujet, mais lié à l'actualité. C'est tout ce brouhaha, ce tohu-bohu qui a entouré la récupération, notamment des résidences de Cellou Dalein et de Sidya Touré. Cellou Dalein et Sidya ont resté en justice. Ils espéraient que le juge ferait suspendre l'opération qui devait les amener à libérer leurs résidences. Et finalement, il y a même des manifestations qui s'en sont suivies. Est-ce que pour vous, Sidya et Cellou ont fait preuve de retenue dans cette affaire? D'abord, je rappelle le problème de la Guinée, que tout le monde a tendance à oublier. C'est l'un des pays les plus riches du monde, à la fois les plus pauvres. Et la pauvreté de la Guinée s'explique par la corruption endémique qui a empêché tout investissement public dans ce pays depuis au moins très très longtemps. Et tout le monde, y compris dans vos studios, tout le monde a dit qu'il faut arrêter cette saignée financière. Je rappelle à tout le monde qu'en 2020, je dis bien en 2020, 60% des recettes minières ont été volées. Ce n'est pas versé au trésor en 2020. Et je soutiens, on a tous les chiffres du Fonds monétaire international. Soit combien, sur ce point. Près de 565 millions qui ont été subtilisés. De dollars. De dollars. Par qui? Et je rappelle, si vous permettez, vous savez, en 2019, la Guinée a exporté 3,5 milliards de produits miniers. 3,5 milliards. De dollars. De dollars. Le budget a reçu 237 millions seulement. 237 millions, le budget de l'État. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'en 2020, les exportations ont plus que doublé. Au lieu de 3,5, on a eu 8 milliards d'exportations. Une année sur l'autre en 2020. Au lieu que les recettes aussi du trésor doublent, les recettes ont baissé pour tomber à 229 millions de dollars. C'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde. Ça veut dire que le niveau de corruption en Guinée, le niveau que la corruption a atteint en Guinée ne permet plus le démarrage économique de ce pays. Si on ne résout pas ce problème, il n'y a pas de croissance en Guinée. On raconte des histoires. Voilà le plus gros problème que ce pays a et qui explique le retard de la Guinée. Et vous donnez raison donc à la jeune de mettre en place la CRIEF. Absolument. Oui. Non seulement je leur donne raison de mettre en place la CRIEF, mais je leur donne raison de faire de la lutte contre la corruption la première priorité économique de ce pays. À côté justement du retour à une vie constitutionnelle normale. C'est ce qui s'est passé au Ghana. La question, et donc, cette opération, c'est ce qui s'est passé au Ghana. Rawlings a nettoyé le pays et le Ghana s'en est sorti 20 ans après. Le Ghana est l'un des pays les plus performants d'Afrique. Et je dis que les militaires sont peuvent mieux faire que un régime civil pour la lutte contre la corruption, en Guinée comme partout ailleurs en Afrique. Ça, c'est le premier point. Une fois que ce contexte est fixé, est-ce qu'ils ont toujours bien fait? Je dis non. Parce qu'il y a des priorités. À mon avis, la première priorité aurait été d'aller derrière les flagrants délits des gens qui ont des 500 millions, milliards, 1000 milliards sur leur compte. C'est ça la première priorité, en fait. Hein? C'est ça qu'il aurait fallu poursuivre d'abord. Deuxièmement, les audits.
Et troisièmement, la récupération des biens publics. Quand vous parlez de la récupération des biens publics, c'est une bonne chose. Mais est-ce que la manière est bonne? Je n'en suis pas si sûr. Parce que d'abord, on peut judiciariser pour un certain nombre de cas. Une fois que c'est judiciarisé, il faut simplement... Et si ça devait être le cas et qu'il pour faut les cas éviter, et Sidia. et qu'il faut éviter d'humilier qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire, vous parlez des politiques? Moi, pas des politiques seulement, de n'importe quel citoyen guinéen. Hein? Donc je dis ceci, on aurait pu mieux faire. Ceci dit, quand un dossier est au tribunal, je pense que la simple décence nous interdit d'en parler. En tout cas, en ce qui me concerne en tant qu'homme politique. Vous parlez de la CRIEF ou de quoi? Non, des dossiers de récupération des biens de l'État, vous en avez parlé là. Oui, mais c'est pour pas répondre à votre question, Oui. je dis, moi je ne dois pas répondre à cette question parce que le dossier est au tribunal. Non, et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis. Attention, docteur, Voilà, la question, c'est qu'on a sorti Sellou et Sidia des propriétés qu'ils continuent à revendiquer, qu'ils disent avoir acquises de façon légale. Et la question de Talibé était de savoir, selon vous, leur comportement, est-ce que c'était la bonne manière ou pas? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que c'est pas ce dossier qui est au tribunal? Non, pas du tout. Comment pas du tout? Mais il n'y a pas... ce Non, dossier... non, c'était finalement... C'est au tribunal. C'est au tribunal, Ça a été tranché. Voilà, c'est au tribunal. Ça a été mais tranché. Attendez. le tribunal s'est dédié, a estimé qu'il... Moi, je ne vais pas répondre à cette Le question. tribunal a estimé qu'il ne C'est pouvait au pas se tribunal. prononcer sur la question. C'est au tribunal. Non. Et donc les deux sont sortis. C'est justement la base de la question. C'est-à-dire que le tribunal estime qu'il ne peut pas se prononcer et les deux décident de sortir. Comment vous trouvez ce comportement? D'abord, c'est un dossier qui est au tribunal. Quand on parle de tribunal, c'est un terme générique. C'est-à-dire c'est au niveau de la justice. Et quand c'est au niveau de la justice, nous n'avons pas le droit de nous prononcer là-dessus. Non, c'est pas ce débat, c'est le comportement des deux leaders qui ont décidé de sortir. Comment vous... Ils ont bien fait de quitter. C'est à vous les journalistes de faire des commentaires. Moi, je ne commente pas. On va revenir sur la lutte contre la corruption et surtout la moralisation de la vie économique. Docteur, on va revenir toujours sur l'affaire d'audit. Vous avez mené des audits, mais à votre tour, il n'y a pas eu de rapport d'audit, de rapport pour établir l'utilisation des fonds qui ont été utilisés par votre comité. Est-ce que la CRIEF peut s'intéresser à votre comité d'audit qui avait été installé à l'époque? Et surtout, est-ce que vous avez pu établir à l'époque un rapport sur la gestion financière de tout ce qui a été alloué à votre comité comme fonds? Mais bien sûr, il y a eu un rapport financier à la fin de la mission. Vous vous souvenez de tout ça, mais vous ne vous souvenez pas des montants. C'est quand même paradoxal, docteur. Non, c'est pas. Je n'ai pas le rapport sous les yeux et moi, comme ça ne m'intéressait pas. C'était combien le montant global qu'on vous a alloué à l'époque? Il a répondu à cette question. On ne va pas rester sur les montants. Non, on a posé ça. Il y a l'impression qu'ils sont payés pour m'emmerder. Vous perdez votre temps. C'est comme d'autres sont payés pour accabler aussi. Non, il a dit qu'il ne se souvient pas des montants. Je ne vois pas pourquoi on va insister sur la question. Au sujet de la CRIEF, on a vu que finalement, la CRIEF commence à envoyer des gens en prison. En ce moment précis, 3 personnes sont en prison. L'ancienne DAF du ministère de l'enseignement technique, Ismaël Djoubaté, ancien ministre du budget, et Souleymane Traoré, ancien DG disons du fonds d'entretien routier. Pour certains, la CRIEF se montre expéditive en mettant en prison des gens dont on se dit pourtant qu'on n'a pas besoin de les mettre en prison pour s'assurer de leur disponibilité à répondre le moment venu ou au moment d'un procès qui est annoncé. Écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est camper le cadre général de la lutte contre la corruption. Je n'ai ni la qualité, ni la prétention, ni la qualification de me prononcer sur des dossiers que je ne connais même pas. Je ne suis pas juge. Vous me demandez de commenter des dossiers qui sont au tribunal. Ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas le faire d'ailleurs. Je n'ai même pas la prétention ni la qualité de le faire. Donc souffrez qu'on discute général, que je ne discute pas des dossiers particuliers. S'il vous plaît.
Alors, même quand d'anciens ministres sont convoqués par la gendarmerie, on le sait cette semaine, il y a quelques jours, Dr Djané et Kassori Fofana ont été convoqués. Il faut savoir que tous les citoyens sont justiciables. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est une règle générale de droit. Vous comme moi, personne d'entre nous n'est au-dessus de la loi. Qu'il fussent forgeron ou ministre, ça ne change rien à l'affaire. 2. Il y a le principe de la redevabilité. Comme on dit, accountability. Chacun est redevable de sa gestion. Voilà. 3. Moi, Dr Kaba, je ne suis pas juge, je ne suis pas qualifié pour discuter des cas particuliers, honnêtement. Mais docteur, sur la démarche tout à l'heure, vous disiez qu'il c'était mieux de s'intéresser aux cas les plus récents. Est-ce que le fait que la CRIEF s'intéresse aujourd'hui à la gestion des anciens dirigeants de Sous-Alpha est une très bonne démarche? Moi, je me contente de donner mes idées générales comme économiste, comme spécialiste, comme quelqu'un qui a vu son pays s'enfoncer dans la pauvreté. Pour 2 raisons. 1, les recettes sont détournées. 2, lorsqu'on sort l'argent pour faire des travaux, cet argent est détourné. Dans ce pays, depuis 10 ans, on n'arrive même plus à faire une route. Dans ce pays, depuis 10 ans, on n'arrive pas à faire des hôpitaux. On n'arrive pas à construire des écoles pour nos jeunes. Ayez pitié de notre jeunesse. Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Et quand ce boulot est fait, tout le monde se met à crier, etc., etc. Il faut qu'on sache raison garder. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce qu'on veut que cette pauvreté continue? Que l'État soit incapable de faire des routes? Que l'État soit incapable de faire des écoles où nos enfants vont? Tandis que l'élite envoie ses enfants à l'extérieur à 30 000 $ l'année. Ayons pitié de la Guinée. Je voudrais que vous-même, vous soyez en harmonie avec vous-même. Ici, on passe le temps à lutter contre la prévarication. J'ai bien entendu ça. Oui. Et lorsque cette lutte commence, dès qu'on touche quelqu'un, chacun se lève et on crie, on crie, on crie. Chacun veut le changement, personne ne veut qu'on lui applique le changement. Ce que je vous demande, c'est un peu de modération. Il y a une lutte, bien sûr, cette lutte va faire des erreurs. Bien sûr, il y a des personnes décentes, que ce soit le Premier ministre Sidia ou Selou, c'est des personnes décentes. Bien sûr, il y a des erreurs. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bébé. On est dans cette lutte qui est très difficile. Que des jeunes gens sont en train de mener et c'est les meilleurs à mener ça. Travaillons avec eux. Corrigeons les insuffisances. Corrigeons les erreurs. Mais ne jetons pas tout. Parce qu'après, on va retourner encore dans la même misère. Et vos enfants ne pourront jamais trouver du travail dans ce pays où il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas faire d'infrastructure dans un pays où il y a la corruption endémique. Alors, voilà le drame de la Guinée. Cela m'amène à vous poser une autre question. Donc, prenons de la distance avec tout ça. Prenons un peu de distance avec tout ça. Comment vous avez réagi aux manifestations qui ont suivi la libération des domiciles, des résidences de Selou et de Sidia? Écoute, moi je n'ai pas suivi, j'ai vu à la télé simplement qu'il y avait quelques... Je ne pense même pas que ce soit ces leaders qui ont donné des instructions. Il y a des gens qui sont là, il y a une bande de voyous qui est là, qui est prêt à tout, qui profite de n'importe quoi. Que ce soit le président Sidia ou le président Selou, aucun des deux n'a donné des ordres de manifester. Parce qu'on ne peut pas donner des ordres de manifester dans une affaire privée. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre un peu cette distance avec tout ça. Que des jeunes gens en profitent pour vouloir casser des choses. Bon, ça arrive. Voilà. Alors, il ne faut pas donner de signification que ça n'a. Et le jeudi, c'est le procureur Ali Touré qui reçoit des menaces de mort. Et entre-temps, autre sujet, beaucoup réclament aujourd'hui à ce que la liste du CNRD, quand même, son visage soit connu. Quelle est votre position? Que le procureur soit menacé, c'est dangereux. Il faut que l'État prenne des dispositions pour le sécuriser. Parce qu'il fait un travail extrêmement difficile d'aller derrière des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des centaines de milliards, et tout le monde sait la puissance de nuisance de l'argent dans ce pays-là. C'est les prix de nos routes, c'est les prix de nos écoles qu'ils ont en cash avec eux. Donc, il faut protéger le procureur. Et on peut le protéger non seulement par les forces de l'ordre, mais par la bienveillance de tous les observateurs comme vous. C'est très très important. Il faut qu'on protège ceux qui luttent pour notre compte.
Non, voilà. Ça, c'est un des aspects. Le CNRD, dans la liste du CNRD, c'est tout à fait légitime qu'on sache ceux qui nous gouvernent. Voilà. Moi, je trouve que le docteur a raison de dire qu'en voulant bien faire, on peut se tromper. C'est un peu comme ça qu'il se trompe sur nous quand il pense qu'on est payé contre lui, alors que, ou qu'on est manipulé pour lui poser des questions, alors que nous, on veut juste qu'il réagisse. Alors, comme vous l'avez dit, docteur, on peut se tromper, mais beaucoup se trompent en pensant effectivement que il y a des choses à vous reprocher sur la gestion du comité d'audit. Et aussi, par rapport au fictif de Kofi Annan, moi je voudrais juste savoir s'il était prouvé que qu'il y a des choses fondées à vous reprocher, est-ce que vous êtes disposé à coopérer, à rembourser l'argent public? J'ai l'impression que vous êtes malade. Je passe mon temps à vous dire qu'il n'y a pas de fictif, il n'y en aura jamais. Parce que c'est le ministère qui vient compter et ça fait plus de 5 ans. Il n'y en a même plus. Donc, autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il y a quand même les États-Unis. On va rester, après je vais revenir. Docteur, il y a quand même cette inquiétude aujourd'hui qui anime certains leaders politiques qui voient derrière ces audits qui sont menés comme étant un moyen de les exclure dans l'avenir, dans la compétition politique. C'est le cas de Selou, il faut dire clairement, Selou et Mamadou Sylla qui ont dit que... Qui sont concernés par l'affaire Guinée. Est-ce que, docteur, à l'issue de ces audits, vous êtes favorable qu'on extirpe tous ceux qui sont mêlés ou qui ont une ardoise collée? Et la deuxième question, vous allez permettre... Ça, c'est la loi, c'est pas moi. Donc vous êtes favorable qu'on exclue tous ceux qui sont mêlés dans... C'est vous qui le dites. Arrêtez de m'attribuer vos histoires. Mais c'est une question. Non, c'est une question bête. Pourquoi votre nom alors revient souvent dans l'affaire Badam? Quel a été votre degré d'implication et pourquoi cette... D'abord, c'est pas les mêmes choses. L'affaire Badam, il s'agit d'une vieille affaire d'une banque qui est tombée en faillite. Et je rappelle que j'étais vice-président du conseil d'administration. J'ai été première victime de cette banque. J'ai perdu mon capital. J'ai témoigné contre le directeur général au tribunal pour qu'on l'enferme parce qu'il a carrément détourné l'argent de ses déposants dans un processus d'achat d'or où on reversait l'argent sur son compte personnel au lieu de verser sur le compte de la banque. Il a été condamné, mis en prison et c'est le professeur Alpha Condé qui allait le sortir. Donc moi je fais partie des victimes. Voilà. Mais vous avez siégé au conseil d'administration quand même. Mais j'étais vice-président du conseil, je vous le dis. Ou bien vous n'écoutez pas. Auprès de Mamadou Sylla. Oui, docteur, aujourd'hui... je crois qu'il faut qu'on s'écoute. Aujourd'hui, c'est une victime. Docteur, si on prend l'affaire Erguiné, elle a été transmise à la CRIEF sur la base d'un rapport d'audit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que d'autres affaires comme l'affaire Nabaya Gate et d'autres encore auraient dû faire l'objet d'un audit et que ce soit uniquement sur la base d'audit fait en amont que la CRIEF siège sur les différents dossiers? Encore une fois, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les informations pour discuter de ces dossiers-là. C'est aussi simple. Non, la procédure, certains pensent que c'est des audits qui devaient... Ce n'est pas à moi de faire le choix des dossiers. Je ne suis pas qualifié pour ça, je ne suis pas juge. Vous ne me comprenez pas, je ne parle pas de dossiers précis, je parle de la méthodologie. Pour certains, ce sont des audits qu'on devait faire en amont et que ce soit sur la base de ces audits que la CRIEF siège. Ce que je vous ai dit, je suis obligé d'être général. Je ne peux pas être spécifique parce que je n'ai pas qualité pour être spécifique. J'ai dit que, à mon avis, ça c'est un avis personnel d'économiste, on aurait dû commencer par les flagrants délits, ensuite les audits et finir par la récupération des biens publics. Ça, c'est mon avis à moi. Mais ceci dit, je ne peux pas m'impliquer dans des dossiers spécifiques. Je n'ai pas cette qualité, je ne suis pas monsieur le juge et je n'ai aucun droit, encore moins en tant qu'acteur politique, de me prononcer sur quoi que ce soit. Revenons sur la transition. Docteur Ousmane Kaba, êtes-vous en phase avec le projet de rédaction de la nouvelle constitution? La nouvelle constitution, ça fait partie des 5 sujets que la classe politique avait demandé, je le rappelle. Nous avions demandé de travailler, l'ensemble de la classe politique. L'UFDG propose une révision de la constitution de 2010, pas une nouvelle constitution.
D'accord, qu'on révise ou qu'on fasse une nouvelle constitution, c'est de la nouvelle constitution qu'il s'agit. On peut maintenant passer sur la base de 2010. Ce qui est d'ailleurs mon sentiment personnel aussi d'ailleurs, parce que c'était une belle constitution où beaucoup de choses étaient garanties. Malgré cela, la volonté d'aller au 3e mandat était si forte qu'on a sauté tous les obstacles constitutionnels qui étaient dans ce papier. Donc je dis, il y a des points sur lesquels nous avons demandé de se concerter très rapidement pour arriver à une vie constitutionnelle normale. Nous avons dit la constitution, c'est un premier point. Le code électoral, c'est un deuxième point. Le fichier électoral, c'est un troisième point. Le chronogramme, c'est aussi un des points importants. Voilà les points sur lesquels toute la classe politique nous étions d'accord de nous battre sur ces points, d'engager des discussions. Et je crois que c'est ce qui va avoir lieu incessamment dans le cadre du CNT, et aussi les concertations avec les hommes politiques et la société civile. Voilà. Avant de vous entendre sur l'échelle des élections qui partiront, en tout cas selon les propositions faites par les militaires qui partiront de la base au sommet, est-ce que vous êtes en phase, est-ce que vous êtes favorable aux candidatures indépendantes? Tout à fait. D'abord, lors des élections, c'est quelque chose qui a été discuté et toute la Guinée a tiré les leçons du passé. Vous savez, en 2010, c'est ce qui avait été convenu. Malheureusement, on a fait l'élection présidentielle. Dès que le nouveau président a été élu, il a saboté les autres élections. Les élections législatives n'ont pu avoir lieu qu'après beaucoup de manifestations et 3 ans après. Et les élections locales pratiquement n'ont jamais eu lieu. Quand ces élections ont lieu, les résultats, on ne les prend pas en compte. Donc c'est tirant les leçons de cette expérience que tous les acteurs politiques pratiquement, et les militaires, vous les journalistes, le peuple de Guinée dans sa grande majorité s'est mis d'accord que cette fois-ci, commençons de la base au sommet. Donc il y aura le référendum sur la nouvelle constitution, ensuite les élections locales, les élections législatives et finir par les élections présidentielles. Cela d'ailleurs a un autre avantage. Ça vous convient? Ça permet d'abord de clarifier le débat politique. Et je pense que lorsqu'il y a toutes ces élections, ça veut dire qu'il y aura moins de candidatures à l'élection présidentielle. Parce que les grands partis, les partis qui auront beaucoup de personnes derrière eux seront connus déjà à l'issue des élections locales et des élections législatives. Donc ça permet un peu de clarifier le débat et ça va faciliter d'ailleurs le regroupement des différents partis. La question sur les candidatures indépendantes. Je partage entièrement cet agenda de bas en haut. D'accord. Et la question sur les candidatures indépendantes? Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça vous fait peur en tant que parti politique? Attendez. Moi je dis c'est une bonne chose, tu me dis si ça me fait peur. Je trouve que c'est normal que, par exemple, les élections locales, c'est fondamental. Tu peux avoir des gens qui n'ont pas envie d'appartenir à des partis politiques, mais qui ont une assise locale et que les gens voudraient voir diriger sans que ce soit même politique. Il parle des élections présidentielles, donc des gens qui ont une assise nationale. Présidentielle et législative. Moi, je n'ai de problème avec rien, ni les élections locales, ni les élections nationales. Justement, on va toujours continuer avec la question sur la limitation d'âge. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait cette limitation d'âge dans la future constitution? Bon, j'estime que ça revient au électeur de choisir un président qui a l'âge du président français ou qui a l'âge du président américain. C'est à l'électeur de choisir. Moi, je pense qu'on fait souvent des faux débats dans ce pays. Personne n'a le droit d'éliminer qui que ce soit sur la base d'un certain nombre de critères. Le choix ultime revient à l'électeur. C'est l'électeur qui va estimer qu'une telle personne est trop jeune ou une telle personne est trop vieille pour ne pas voter. Et puis ça s'arrête là. Je crois qu'il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Docteur, deux questions successives. Pour moi. La première, le président Alpha Condé, au bout d'1 mois, comme cela avait été annoncé par le CNRD, était censé rentrer. Et plus rien en termes de communication. Est-ce que vous avez peur que le président Alpha Condé soit parti pour, en tout cas, ne pas revenir de sitôt en Guinée? Deuxième question, Sidya Touré a failli être empêché de voyager avant-hier. On lui a signifié qu'il fallait qu'il se réfère. Il a fallu les tractations pour qu'il puisse prendre son vol pour Abidjan. D'abord, sur le premier point concernant le professeur Alpha Condé, j'ai cru comprendre que c'est un voyage humanitaire.
Un voyage pour des raisons humanitaires, des raisons de maladie. Moi, je n'ai pas les informations sur l'évolution de sa maladie, ni sur ce qui l'empêche de rentrer. Je comprends très bien ceux qui pensent aussi qu'il doit rendre des comptes en Guinée dans le cadre d'un procès équitable. Je n'ai aucun problème avec ça. Deuxièmement, vous avez parlé de problèmes de voyage. D'abord, M. Sidya Touré est un citoyen comme un autre, il est libre. J'ai parlé tout de suite du bilan du CNRD qui concernait la liberté publique. La liberté de voyager est un droit fondamental, que ce soit M. Sidya, que ce soit n'importe quelle autre personne. Tous les Guinéens ont le droit d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire national et en dehors de la Guinée. Voilà. Moi, je ne vais pas faire un procès d'intention. Si ça avait été le cas, j'allais me prononcer clairement contre. Parce que je suis contre qu'on restreigne la liberté de qui que ce soit. Et c'est vraiment l'une des raisons pourquoi nous avons tous applaudi l'arrivée du CNRD, c'est que les libertés publiques, les libertés de voyager des leaders ont été restaurées. Et c'est un actif qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Alors, c'est pratiquement un refrain aujourd'hui en Guinée, même avec les militaires au pouvoir, d'entendre que les politiques ne s'entendent pas. Et comment, personnellement, vous percevez cela? Est-ce que c'est une réalité, Monsieur Kaba? Je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Dans aucun pays au monde, les hommes politiques ne peuvent y compris autour de l'essentiel, vous ne pouvez pas vous entendre. En tout cas, les acteurs significatifs. Non, on s'est entendu autour d'un certain nombre de choses concernant la transition. Puisque je rappelle que pendant la transition, toute la classe politique est ensemble. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. C'est la raison pour laquelle on a créé le CPP. Ça a éclaté lorsque certains ont eu des velléités de se porter porte-parole. C'est là que ça a éclaté. Parce qu'on souhaitait que ce soit juste un forum, que ce ne soit pas une structure. Ce n'est pas une alliance politique. On ne peut pas aller ensemble aux élections. D'abord, par définition, nous sommes opposés dans toutes les élections. Et c'est ce qui est normal. La Guinée n'a rien de particulier en cela. Donc, prétendre que toute la classe politique sera unie, c'est de la chimère. Ça n'existe pas en Guinée, ça n'existe dans aucun pays. Et c'est logique. C'est tout à fait logique. Ceci dit, quand il y a des questions fondamentales, on peut se retrouver, comme on l'a fait, les 5 points que j'ai signalés tout à l'heure. Ouais. C'est des points sur lesquels l'ensemble de la classe politique s'est retrouvée. Mais bon, la première grande plateforme a éclaté simplement lorsque certaines personnes ont voulu s'ériger en porte-parole. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas question, vous ne porterez la parole de personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, docteur Ousmane Kaba était l'invité de Mirador, peut-être futur prochain président de la République. Merci à vous, docteur, pour près d'1 heure de parole directe. Merci à tous les chroniqueurs. C'est la fin de cette émission. Lundi, vous retrouverez Aboubacar Diallo.